nous parler maintenant de la situation en France, où on va parler de la question de la preuve des maladies professionnelles. Je ne sais pas où... Ah, elles sont là. Si vous voulez, je vais d'abord vous présenter Madame Arzène Le Diguer, si je prononce bien votre nom. Donc, vous êtes doctorante actuellement à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous avez été par le passé chargée du suivi de la déclaration et de la reconnaissance de maladies professionnelles des patients dans le cadre de l'enquête du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle. Donc c'est clair que la question des cancers d'origine professionnelle est au cœur de vos activités. Vous êtes donc actuellement doctorant depuis 2016 et vous réalisez une thèse qui aura la question des cancers professionnels au cœur de votre étude. Alors, Madame Marchand, vous êtes chargée de recherche et codirectrice du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, donc à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et vous êtes aujourd'hui inscrite dans plusieurs projets de recherche, active dans plusieurs recherches, privilégiant l'approche socio-historique de la question et s'intéressant au lien entre la santé et la santé environnementale. Voilà, je vais vous donner immédiatement la parole. Au préalable, je pense, mais tu vas peut-être le faire, régler la question du nom et du PowerPoint. Et du PowerPoint, je pense qu'il faut juste... c'est celui-là, hein, oui. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Je fais comment ? Vanessa, tu peux venir ? Je dois faire quoi pour avancer ? Vous devez juste utiliser les flèches, c'est ça ? Ok, d'accord, ça va. Oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de cet événement auquel nous sommes vraiment ravis de participer, Arzène Le Diguer et moi. Nous sommes effectivement très heureuses de pouvoir participer à cet hommage aux travaux de Laurent et à son engagement parmi d'autres pour la préservation de la santé des travailleurs et des travailleuses. Notre communication va porter sur le contentieux du droit de la réparation des maladies professionnelles en France. Cette fameuse arme du droit à laquelle Laurent est très attaché, mais une arme qui reste fragile à la hauteur de l'objet très mouvant qu'est la définition juridique de la maladie professionnelle. Cette communication, elle se déroule à deux voies, mais surtout à deux disciplines, le droit et la sociologie. Et elle s'appuie sur notre expérience commune à Arzène et à moi de recherche au sein du GISCOP 93, le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, un dispositif de recherche-action qui a été créé en 2002 à l'initiative notamment de Annie Thébaumony, ici présente, qui interviendra tout à l'heure, et qui a pu profiter durant de longues années de la participation active au sein de son conseil scientifique de Laurent Vogel jusqu'à son récent départ en retraite. Et on espère, Laurent, qu'au-delà de ce départ en retraite, nos échanges pourront se poursuivre sur nos travaux respectifs. Nous partons... alors, dans une première partie... Ah, je ne suis pas sur le bon, si. Parce que je vois deux trucs en même temps. Là. Regarde, c'est ici, mais c'est bien diffusé. Ok, merci. Dans une première partie, à partir du vécu de salariés atteints d'un cancer bronchopulmonaire et de l'accompagnement de ces salariés dans l'accès au droit à réparation, je montrerai comment l'accès à ce droit repose sur la production de preuves le plus souvent inaccessibles à ces salariés, tant dans la phase précontentieuse que dans la phase contentieuse. Et dans une seconde partie, Arzène Le Diguer proposera une analyse du niveau de preuve juridiquement attendu. Alors, quelques mots rapides pour préciser, si ça marche,
quelques mots rapides pour préciser le contexte général de notre propos. Il existe en France, je pense en Belgique pareil, mais un phénomène important dit de sous-déclaration et de sous-reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et ce phénomène contribue fortement à rendre invisibles les risques professionnels et la responsabilité du travail dans l'état de santé des salariés et anciens salariés. Plus spécifiquement, la reconnaissance des maladies professionnelles est un horizon souvent inatteignable pour les personnes concernées, donc ça résonne beaucoup avec l'intervention précédente. Et s'il existe un contentieux, celui-ci demeure très marginal. Alors d'une part, le droit de la réparation est un volet très spécifique du droit de la sécurité sociale, et c'est un volet qui suscite peu d'attrait pour les juristes. Et d'autre part, les régimes d'indemnisation des AT-MP sont justement nés à la fin du XIXe siècle pour pacifier les rapports entre le travail et le capital et déjudiciariser la compensation des maux du travail. Donc c'est donc par nature que la reconnaissance et la prise en charge des maladies professionnelles n'ont pas vocation de prime abord à se voir débattues devant les juridictions. Un seul chiffre pour mesurer la faiblesse de ce contentieux: selon une récente étude, moins de 10% des refus de reconnaissance de maladies professionnelles sont contestés par les victimes devant les tribunaux, et la grande partie concerne les troubles musculo-squelettiques. Donc, le régime français de reconnaissance des maladies professionnelles est un système mixte qui repose déjà sur un système fermé de listes qui prend la forme de tableaux. Donc, comme je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes en Belgique qu'en France, je vous montre l'avant-dernier tableau des maladies professionnelles en France autour de l'infection au SRAS-CoV-2. Donc ces tableaux nécessitent de répondre à l'ensemble de tous les critères. Donc c'est traditionnellement divisé en 3 colonnes: une désignation des maladies, un délai de prise en charge, une liste limitative ou indicative des travaux. Et vous voyez que dans la désignation des maladies, on ne s'en tient pas à une simple maladie, mais aussi à la définition d'un type d'examen, d'un type de contexte d'examen. Je vous laisse lire à gauche, si vous y parvenez, la définition de la maladie Covid dans le tableau de maladies professionnelles en France. Et ça repose sur un système de tableaux et sur un système dit complémentaire qui repose, lui, sur une expertise individuelle menée par un collège de 2 à 3 médecins, donc une expertise uniquement médicale. Alors, en fonction de la pathologie du demandeur et de l'exposition au risque, il existe donc 3 régimes de preuve du lien causal. Si la pathologie du demandeur répond à tous ces critères, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'origine ou la présomption d'imputabilité au travail. Et si la pathologie du travailleur est visée par un tableau mais pas tous les critères, il doit prouver le lien direct entre sa maladie et son travail. Et si sa maladie ne correspond à aucun tableau, il doit prouver son lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail. Et ma collègue vous montrera tout à l'heure comment cette notion est compliquée avec les maladies multifactorielles. Alors, si le régime de la présomption d'origine est le plus favorable pour les demandeurs, il n'a pour autant rien d'automatique, contrairement à ce qui est souvent écrit. Le requérant doit en effet fournir un appareil de preuve important, et les contours de ce qui fait la présomption d'origine sont en effet très étroits, comme le montre ce graphique. Donc vous voyez en vert que la présomption d'origine en fait se limite à ne pas avoir prouvé le lien entre la maladie et l'activité. Mais en gros, pour toutes les autres rubriques, donc la preuve d'une activité salariée, la preuve de la maladie, la preuve des expositions, il convient aux demandeurs, même dans le cadre de la présomption d'origine, de les fournir. Alors ça peut apparaître trivial comme ça, mais la majorité de ces preuves lui sont pourtant inaccessibles à la place qui est la sienne. Et il faut garder en tête à cet endroit que dans le cas des cancers professionnels, par exemple, les risques cancérogènes étant à effet différé, c'est au terme d'un temps de latence très important de plusieurs décennies que le cancer peut survenir. Alors partons de ce qui peut sembler le plus simple de prime abord, les preuves du travail. Les victimes du travail peuvent se confronter ici à 2 principales difficultés. La première étant la conservation de leurs documents administratifs. Donc on pense ici aux retraités qui ont le plus souvent jeté leurs fiches de paye et certificats à la demande même de la Caisse nationale de retraite, mais aussi à certains salariés encore en activité
qui n'ont pu tout conserver, surtout dans le cadre de parcours morcellés. Donc dans l'enquête du GISCOP, certains patients ont jusqu'à 40 employeurs dans leur parcours de travail, sur des périodes courtes, parfois d'une semaine. Et donc vous imaginez la difficulté à conserver toutes ces traces, ces preuves du travail. Mais la deuxième difficulté est aussi le décalage entre ces documents et l'activité réelle de travail, notamment dans le cas de l'intérim ou de la sous-traitance, où les certificats de travail laissent dans l'ombre le site où le travail s'est réalisé et donc ses spécificités. Passons aux preuves médicales. Le certificat médical, comme on l'a pu le voir dans l'enquête du GISCOP, ne suffit pas toujours à prouver sa maladie, c'est-à-dire à certifier qu'elle correspond précisément au terme d'un tableau de maladie professionnelle. Le diagnostic du médecin peut en effet être remis en question dans le cadre de l'instruction, et c'est là la traduction d'un conflit de positions et de normes entre l'univers médical et l'univers médico-administratif, entre le médecin clinicien et le médecin conseil de l'assurance maladie. On a vu avec surprise des refus de reconnaissance pour des victimes parce que le médecin hospitalier ignorait le langage médico-administratif des tableaux et qu'il aura mentionné sur le certificat médical carcinome épidermoïde en lieu et place de cancer bronchopulmonaire primitif. Ou parce que le médecin n'aura pas fourni les éléments de preuve du caractère primitif du cancer parce que ces preuves les examens nécessaires à ces preuves n'étaient pas faisables en l'état de santé du patient, ces examens n'ayant pas d'objectif thérapeutique pour le médecin et uniquement un objectif d'accès au droit à réparation. Venons-en maintenant aux preuves des expositions, qui est quand même le plus dur à prouver pour les personnes concernées. Donc je vous l'ai dit, le cancer qui frappe aujourd'hui les patients est le reflet de contaminations qui ont pu avoir lieu dans les 50 dernières années, c'est-à-dire dans un tout autre contexte, tant en termes de matériaux utilisés, de procédés de production, d'environnement de travail. Et retrouver les preuves de ces expositions, les exhumer, ça revient à se confronter à un passé disparu. Et de l'avis même de nombreux rapports administratifs et parlementaires, il n'y a pas de mémoire institutionnelle, donc ce qu'on appelle la traçabilité des expositions. Et cette preuve qui n'est pas construite par les employeurs ni par les pouvoirs publics, c'est à la victime qu'il revient alors de l'apporter dans un contexte, il faut le rappeler, de confrontation, d'instruction contradictoire avec les employeurs ou les employeurs concernés, et aussi dans un contexte de maladie, dans le cas de la maladie cancéreuse, dans le cas d'une maladie grave. Alors, au cours de l'accompagnement des enquêtés, plusieurs pistes ont été explorées, en quête de traces, de preuves, voire d'indices. Il a été possible d'identifier des configurations où les preuves des expositions existent et sont accessibles. Je pense ici au cas d'un monsieur qu'on va appeler monsieur Boutef, qui était ouvrier fondeur dans une grande entreprise, une multinationale française, exposée largement aux fibres céramiques réfractaires notamment, qui a pu être reconnu en maladie professionnelle au contentieux, puis en faute inexcusable de l'employeur, sur la base notamment de plusieurs témoignages de collègues et surtout de PV des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT. Et dans l'un d'entre eux, M. Boutef lui-même, qui était délégué syndical, réclamait justement l'installation d'équipements collectifs de ventilation et d'aspiration que refusait la direction, et ça se voit dans le PV du CHSCT, au mépris du droit de la prévention des risques professionnels. Et je cite juste la phrase de M. Boutef, qui a été emporté par un cancer fulgurant à l'âge de 34 ans. « Si vous voulez connaître la pertinence de l'aspiration, vous n'avez qu'à passer l'été quand le soleil traverse l'atelier et vous verrez beaucoup de particules en suspension. Vous dites que vous ne pouvez pas le faire, donc l'aspiration, mais vous ne pouvez pas non plus jouer avec notre santé. » La récente disparition des CHSCT en France laisse craindre la disparition de ce type de traces dans le futur. L'accès à ces documents est toutefois compromis lorsque les entreprises concernées n'existent plus. Alors en Seine-Saint-Denis, on est sur un territoire qui a connu une importante désindustrialisation. Un grand nombre d'entreprises ont fermé leurs portes, ont disparu, les bâtiments ont été détruits, et les archives qu'avaient pu constituer soigneusement certaines sections syndicales, des tracts, des courriers, des rapports de CHSCT, de comités d'entreprise, etc., qui sont très précieuses pour l'accès au droit à réparation, sont très vulnérables. Leur gestion va dépendre de la stabilité des équipes, de la configuration des locaux syndicaux, des priorités du combat syndical, de l'intérêt porté à la conservation de ces traces. Et ces traces peuvent disparaître au moment des fermetures d'entreprises,
lorsque les militants sont tout entiers mobilisés contre la cessation d'activité ou impliqués dans les négociations portant sur les modalités de licenciement. Les archives des organismes de contrôle, donc des organismes publics, ne parviennent pas à compenser ces disparitions d'archives syndicales. Ces archives ne sont en effet que le reflet des activités des organismes de contrôle. Et si l'on prend l'inspection du travail, par exemple, qui n'est déjà pas en mesure de contrôler toutes les entreprises du territoire, je vous dis juste, en France, on a moins de 2000 agents de contrôle pour 20 millions de salariés, c'est les données 2020. Ces agents de contrôle ne s'intéressent pas toujours au risque CMR, ils ne conservent pas tous les dossiers d'entreprise, et jusqu'à peu, c'est-à-dire jusqu'aux affaires judiciaires de l'amiante, ces dossiers étaient régulièrement apurés et jetés une fois les entreprises fermées. Donc ces fonds sont donc très parcellaires et hétérogènes, et l'accès aux preuves que détient l'inspection du travail est par ailleurs de plus en plus verrouillé. 3 minutes ? Alors je vais très vite pour laisser la place à Arzelaine. Je voulais juste dire que l'accès à ces preuves était verrouillé, que la Direction générale du travail invite ses agents de contrôle à ne pas communiquer des observations aux salariés qui peuvent porter préjudice à l'employeur, donc au mépris quand même des dispositions de l'OIT ratifiées par la France qui invitent les inspecteurs à fournir les informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, et dire aussi très vite que si la quête de preuve du travail est incertaine dans le cas des entreprises de plus de 50 salariés, on imagine bien combien la situation est vraiment encore plus difficile, voire vaine, pour les salariés au parcours morcelé dans les petites et très petites entreprises, dans le cadre de la sous-traitance et de l'intérim, et se dessinent de fortes inégalités dans l'accès aux droits, dont les travailleurs migrants, les intérimaires, les salariés en CDD et les femmes sont particulièrement victimes. Et je vais laisser la parole à Arzelaine pour qu'elle ait quand même le temps de présenter. On avait répété, ça devait faire 20 minutes en tout. Donc, merci Anne de me passer la parole. Donc, pour ma part, je vais aborder le cadrage juridique des exigences probatoires, en abordant dans un premier temps le régime de preuve. Je vais essayer de passer un peu vite sur ce plan-là pour ne pas répéter ce qu'a dit Anne. Mais donc d'abord de rappeler que dans un premier temps, malgré le fait que le régime AT-MP se soit émancipé de la responsabilité civile, le régime de preuve est tout de même similaire, à savoir que le demandeur doit produire à la fois la preuve de son préjudice, d'un fait générateur qui se trouve dans l'exposition, et le rapport causal entre la pathologie et l'exposition. Donc la particularité du régime est qu'il organise 3 régimes de preuve probatoires. Alors, en ce qui concerne la maladie professionnelle, contrairement à l'accident du travail où l'objectivation de la matérialité de l'accident est beaucoup plus facile à établir, les maladies professionnelles sont par essence bien souvent multifactorielles et le législateur a bien eu du mal à fixer des critères d'objectivation. Donc la causalité matérielle de la maladie n'est jamais déterminable avec une certitude de niveau médical ou scientifique. La présomption d'imputabilité est donc instaurée pour pallier à l'incertitude causale et à l'impossibilité de preuve de la cause matérielle de la maladie. Donc les critères de vraisemblance qui fondent la présomption d'imputabilité de la maladie au travail sont rigoureusement définis dans les tableaux de maladies professionnelles, comme a pu le montrer ma collègue Anne Marchand. Alors, toutefois, pour mieux comprendre cette démonstration du lien causal, on peut se rapporter à la conception qui a pu en être faite dans le contentieux sur d'autres questions de santé, où on a pu observer que cette causalité avait une forme duale. Donc, dans un premier temps, le lien de causalité établi doit être objectif, c'est-à-dire que l'exposition à l'agent doit avoir été objectivement possible de provoquer la maladie. Donc, cette nocivité doit être reconnue scientifiquement. Et ensuite, un lien de causalité subjectif, c'est-à-dire que l'agent en cause, dans le cas individuel du demandeur, doit avoir
concrètement causer la maladie de celui-ci. Donc, on se rapporte pour cela à un niveau d'exposition significatif, un délai de latence cohérent, ainsi que l'absence parfois de preuves, de facteurs extra-professionnels. Donc, pour reprendre également un petit peu la démonstration, pour faire écho à la démonstration qu'a fait Anne Marchand, donc, pour reprendre les régimes auxquels sont soumis les demandeurs, donc dans le cas de la présomption d'origine, le lien objectif et subjectif est présumé. Dans le cadre de la démonstration d'un lien direct entre la maladie et le travail, le lien objectif demeure présumé en ce sens que la nocivité de l'agent en cause n'est pas remise en question, mais le lien subjectif, pour le coup, doit être démontré en ce sens que le demandeur doit démontrer un niveau suffisamment significatif d'exposition au risque. Enfin, en ce qui concerne les maladies hors tableau, dont on doit démontrer le lien direct et essentiel entre l'activité habituelle et la maladie, le lien objectif et subjectif, cette fois-ci, doivent faire l'objet de la preuve. Donc, ces deux objets de preuve sont difficiles à démontrer en dehors de la présomption d'imputabilité, puisque la preuve d'un lien objectif nécessite des données scientifiques qui sont parfois indisponibles ou qui ne recueillent pas une concordance, en tout cas un accord suffisamment établi dans le domaine scientifique, qui plus est s'agissant des pathologies cancéreuses. Quant à la preuve du lien subjectif, la preuve de l'exposition, nous l'avons vu juste à l'instant, n'est souvent pas accessible pour le demandeur, qui plus est pour les cancers avec un long délai de latence. Et il y a une prise en compte assez importante des cofacteurs de risque, donc ces cofacteurs qui sont souvent des facteurs de risque extra-professionnels qui renvoient le plus souvent à la consommation d'alcool ou de tabac. Alors, au niveau de l'appréciation judiciaire de ces éléments de preuve, nous n'avons malheureusement pas de décision très éclairante de la part de la Cour de cassation, la plus haute cour au niveau de l'ordre judiciaire français, sur l'interprétation qu'il convient d'avoir du lien causal. Donc les juges de cassation renvoient essentiellement sur cette question au pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond. Donc plusieurs arrêts de la Cour de cassation révèlent toutefois une position qui pourrait être plus souple au niveau des juridictions qu'au niveau de l'analyse des médecins de ces deux RMP qui sont saisis à la fois en phase précontentieuse pour se prononcer sur le lien direct ou direct et essentiel entre la maladie et le travail et ou en première instance dans le cadre du litige. Dans le cadre d'un litige sur la contestation d'une décision de la sécurité sociale. Donc sur le lien direct, en 2002 déjà, la Cour de cassation a précisé que le travail habituel du demandeur n'a pas à être la cause unique ou essentielle de la maladie. Ainsi, dans le cas d'espèce, la consommation tabagique du demandeur ne devait pas faire obstacle à la reconnaissance de ce lien. Dans le cadre d'une décision de 2015, qui n'est toutefois pas publiée au bulletin, donc qui n'a pas la même portée que la décision de 2002, la Cour de cassation a estimé qu'il n'existait pas de contradiction à ce qu'une exposition indirecte à l'amiante, qui résidait dans l'environnement proche de l'activité de travail du travailleur, fonde le caractère direct entre la pathologie et le travail. Malgré ces interprétations, les médecins de ces deux RMP ont une autre appréciation de ce caractère direct du lien entre la pathologie et le travail. Bien souvent, et malgré l'antériorité de la décision de 2002, on peut toujours voir dans les avis de ces deux RMP qu'ils se prémunissent en fait d'un facteur extra-professionnel pour écarter le lien direct. De même, ils se prémunissent d'une exposition qui serait seulement environnementale pour écarter, pour dire que le lien est indirect entre la maladie et le travail.
On voit bien dès lors que les juridictions sont susceptibles d'avoir une appréciation plus souple du lien causal que les instances médicales. Alors, il n'y a pas en revanche d'arrêt significatif, comme je vous le disais, sur l'appréciation du lien direct et essentiel. Dans le cadre de mon travail de recherche, je m'intéresse plus particulièrement aux décisions de cour d'appel pour essayer d'analyser ce que font les juges quelles appréciations ont les juges du fond de cette notion de causalité. Donc ici, je me concentre vraiment sur les pathologies en dehors de la présomption d'imputabilité. Donc, dans ces arrêts de cour d'appel, les juges se montrent très peu enclins à se prononcer contre les avis de ces deux RMP qui ont déjà pu être formulés en phase précontentieuse ou en cours d'instance. Donc, sauf dans les cas où l'exposition aux cancérogènes peut être démontrée par le demandeur d'un niveau d'une importance significative, les juges suivent de manière commune les avis de ces deux RMP. Donc, il n'existe pas par ailleurs d'homogénéité dans les décisions des cours d'appel. Et pour vous donner un exemple de ce manque d'homogénéité, je citerai deux arrêts de cour d'appel qui sont intervenus à quelques mois d'intervalle en 2018. Donc, un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 novembre 2018 qui a admis le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée d'un cancer du rein avec une exposition au trichloroéthylène et dans les mêmes circonstances, quelques mois après, le 6 décembre 2018, une cour d'appel qui rejetait ce lien, reprenant les arguments du C2RMP qui indiquait que les études épidémiologiques étaient discordantes et donc que le lien ne pouvait pas être établi entre la pathologie et le travail du demandeur. Finalement, un tableau établissant la présomption d'imputabilité entre le cancer du rein et le trichloroéthylène a pu être établi en 2021, donc un tableau tout récent. Alors, pour conclure, nous dirons que l'interprétation médicale de la causalité matérielle et l'interprétation juridique donc l'interprétation médicale apparaît plus exigeante que l'interprétation juridique qui pourrait être faite du lien causal. Toutefois, la faiblesse du contentieux et le manque de légitimité ressenti par les juges pour s'émanciper de ces avis médicaux ne permet que très rarement de se libérer justement de cette appréciation qui est plutôt restrictive du lien de causalité. Donc, il existe par ailleurs une contradiction assez forte entre le niveau de preuve attendu concernant le degré d'exposition du demandeur et sa capacité concrète à produire une telle preuve, donc comme l'a démontré ma collègue Anne Marchand. Donc finalement, au regard de la preuve exigée pour accéder à la réparation des maladies professionnelles, on peut se demander si la création de tableaux ne relève pas d'un leurre. Donc, plus que d'une inaction publique, on peut se demander si cette action publique, si cette création de tableaux ne permet pas justement à la puissance publique de laisser croire en proposant une réparation qui est finalement inaccessible, même au prix d'une démarche contentieuse, qu'il existe une voie de réparation. Donc, la loi de 1919 qui met en place le régime de réparation des maladies professionnelles donc, ne permet... Donc, contrairement à ce qui était prévu par cette loi de 1919, le recours au droit à la réparation pèse si peu sur la définition de la maladie professionnelle à l'heure actuelle, donc qu'elle occupe finalement un rôle qui n'est que très minime dans le développement des politiques de prévention avec lesquelles elle pourrait faire le lien et en écho avec ce que pouvait vous exposer également notre collègue tout à l'heure. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci. Votre conclusion me dispense de devoir faire le lien, puisque vous l'avez fait, entre la situation en Belgique et la situation en France. Il y aurait évidemment beaucoup de choses et beaucoup d'autres choses à dire sur cette comparaison, mais les problèmes sont fondamentalement assez proches. Nous allons maintenant avoir une table ronde où nous allons avoir demandé à 3 intervenants de participer à cette table ronde pour réagir aux différentes interventions que vous venez d'entendre. Donc, tout d'abord, nous allons demander à Madame Isabelle Schoonman, donc de l'Étui, de venir à la table. Donc, elle a été élue secrétaire confédérale de la Confédération européenne des syndicats en 2019. Vous êtes en charge du réseau européen de juristes et d'experts juristes syndicaux. Vous dirigez la politique de la Confédération européenne des syndicats en matière de démocratie au travail et de politique industrielle. Alors, participera également à notre table Youssef Elotmani, qui est donc juriste conseiller, juriste au service d'études de la CSC, et Youssef est notamment en charge des matières liées aux risques professionnels. Et puis nous aurons Madame Nadine Meunier, qui est avocate générale à l'auditorat général du travail de Bruxelles, en charge évidemment notamment du droit pénal social. Madame Meunier a aussi été pendant un certain nombre d'années auditeur du travail à Liège. Alors, je vais peut-être d'abord donner la parole à Madame Schoonman pour une réaction d'ensemble par rapport à la question